Les 56 caisses de l'expédition sont acheminées par des petits convois de mules. Après 5 jours de marche, on atteint la dernière hacienda équatorienne. À la mission dominicaine de Puyo, les explorateurs s'efforcent de grouper avec l'aide du missionnaire les 60 Indiens nécessaires au portage. Vers l'ouest, le sommet glacé d'un volcan qui domine les contreforts de la cordillère fait un adieu mélancolique à ceux qui s'engagent dans l'aventure. La première étape de forêt est une marche épuisante à travers une végétation serrée sur un sol amolli par des pluies continuelles. Les porteurs, dont chacun est chargé d'une caisse pesant 40 à 50 kilos, peinent pendant des heures pour franchir les 36 km de l'étape. La halte en clairière permet aux hommes de boire la chicha, aliment principal des tribus indigènes. Ventre plein et bon caractère, ils exposent naïvement devant l'objectif une puissante carrure. La marche reprend dans de mêmes conditions, avec parfois des ravins qu'on franchit sur des troncs d'arbres jetés d'un bord à l'autre. Au crépuscule, on atteint la rivière Bobonatsa, qu'il faut traverser en pirogue avant de toucher au but. La mission de Canelos tient sur un tertre. Le couvent, l'église où reposent les restes d'un jeune explorateur français, Robert Cartigny, tombé mystérieusement à 5 jours de là. Le sacristain, une notabilité parmi les Indiens des tribus voisines. Les peintures de visage prouvent la survivance de leur tradition et de leurs croyances magiques. La civilisation n'a guère changé que l'habillement. L'emploi de morceaux d'étoffe leur prête un aspect parfois comique, parfois triste ou misérable. Le vieux Padre Léon, missionnaire de ces Indiens depuis 45 ans, étend sur ces êtres indifférents son activité bienfaisante de prêtre et de médecin. Dans la brume du matin, les 7 pirogues que l'expédition a groupées pour le transport du chargement se trouvent réunis au bord de la plage où les 21 rameurs embarquent le matériel et se préparent à la longue descente de rivière. Le soleil, déjà haut, dissipe avec peine l'épaisse humidité qui monte de la rivière. Quand le jour se lève, le rythme des pagailleurs s'affirme déjà. Le courant très violent emporte les embarcations vers les premiers rapides.
Les Indiens essaient de ralentir leur course désordonnée. Ou bien, quand le passage est dangereux, vont relever l'emplacement des grosses pierres qui risquent de les faire chavirer. La vitesse augmente. Courbés sur leur perche de bambou, les hommes ne peuvent retenir la longue pirogue, peu maniable, que des vagues de plus en plus fortes et des remous font dévier de sa route. L'embarcation se remplit d'eau. Devant la situation qui s'aggrave, chacun réagit à sa façon. Debout à l'arrière de l'étroite pirogue, l'opérateur utilise ses derniers mètres de pellicule à filmer le chef de mission qui écope sans conviction avec sa savate. On aperçoit à gauche le dernier rameur qui vient de sauter à l'eau. Tout le monde se retrouve sur une plage, occupé à faire sécher ou à démonter les instruments, à ramener sur la rive les objets qui ont pu être retrouvés. Pendant ce temps, passe la dernière pirogue. De jour en jour, la navigation devient plus facile, la rivière se calme. Quelques tableaux coutumiers rompent la monotonie des rives. Telle cette laveuse d'or qui annonce l'approche d'un village. On arrive en vue de Montalvo, stade le plus avancé des missions dominicaines sur ces territoires sauvages et que visite une fois l'an le père Léon. Les Indiens sont moins vêtus. Bien qu'ils connaissent les avantages du pantalon, ils ne renient pas les ornements de plumes de leurs ancêtres, mais s'amusent à tresser d'ingénieux canotiers. Une petite fille présente à la caméra un singe fumé qui n'est pas un jouet, mais le plat de résistance de son repas. Dans ces régions, les Indiens ne s'aventurent pas au-delà des limites fixées de leur tribu. Il faut donc engager une nouvelle équipe de rameurs et la mission repart pour une étape décisive. Sous le soleil, le souriant naturaliste sort de ses bagages un parapluie qui est un objet d'hilarité et pas seulement pour nos explorateurs. La croix regarde vers notre route et, dès la première courbe, la forêt tombe sur la rivière comme deux murs infranchissables que le machete lui-même a du mal à percer. Des jours et des jours, le même spectacle, dont très peu d'animaux et d'oiseaux viennent rompre le monotone déroulement, accompagne l'avance des voyageurs. Quand la rivière est basse, on campe la nuit sur les plages où les vampires et les moustiques sont moins nombreux qu'à la lisière de la forêt. Les Indiens élèvent de petits ranchos de bambou et de palmes, semblables aux abris de chasseurs de tortues. Cependant, la rivière s'élargit, annonçant l'approche du grand fleuve. 20 jours après son départ de Canelos, la mission atteint le Pastaza, un des principaux tributaires de l'Amazone. Les indigènes lui prêtent un pouvoir malfaisant. Andoas, le seul pueblo installé sur les 800 km de ses rives, a été dévasté par les fièvres et les incursions des Jivaros. On se trouve alors au cœur de la région à explorer. À l'aide de longues perches et à la pagaie, les rameurs cherchent le passage où le courant est le plus rapide. Parfois au milieu du large fleuve, parfois sur les bords des plages ou des berges touffues. Selon un plan établi d'avance, les affluents de la rive droite sont explorés méthodiquement. L'endurance des rameurs est mise à rude épreuve. Chaque fois qu'on retourne sur le Pastaza, la cadence se ralentit. Ils
ils ne cachent pas la peur que leur inspirent les peuplades jivaros. La découverte de 2 cases abandonnées au bord d'une lagune n'excite pas leur ardeur, bien au contraire. Sur une île du Pastazza, ils abandonnent la mission avec tout son chargement et 2 pirogues. 3 seulement parmi eux restent fidèles. Au cours d'un raid, le chef de mission rencontre enfin une case habitée. Instant émouvant que ce premier contact. La case est de forme ovale, couverte par un toit de palmes tressé qui descend très bas. Sur les couches de bambou dépliées, dont une seule éclose, celle du chef, on observe les premières scènes de la vie familiale. Puis, peu à peu, cédant à nos cadeaux, les habitants de cette case acceptent de se montrer devant la caméra et Mater peut ainsi filmer pour la première fois les étonnants visages de ces Indiens primitifs. Le chef, des chasseurs et des guerriers, le visage couvert de peinture et des lobes percés d'ornements d'oreilles. Les hommes sont vêtus d'un pagne, mais les enfants nus exposent au soleil des ventres démesurément gonflés par l'abus précoce de la boisson fermentée. Les petites filles s'exercent à leur condition de femmes. Avant de devenir la jeune épouse que voici, sans doute pleine d'illusions sur le sort qui l'attend. Le plus puissant de tous ces êtres, le vrai maître de leur destin est l'homme médecine, le sorcier au visage émacié. Après une longue période d'adaptation, l'expédition décide d'élever son camp de base sur cette île qu'il faudra d'abord défricher, débarrasser de ces arbres immenses, dont certains atteignent la hauteur des tours de Notre-Dame. Avec ardeur, les Indiens construisent, selon nos plans, une maison sur pilotis et considèrent ce travail inhabituel comme un jeu. Le toit est édifié selon leur méthode, en palmes tressées. Quand la maison a pris forme, que tout est terminé, le pavillon est hissé au sommet du mât. Ce sera le camp Patrick, en l'honneur du fils de Bertrand Flornoy. Il domine la lagune qui sera notre vue coutumière pendant des mois. La nouvelle d'arrivée d'hommes blancs s'est répandue à travers la forêt vierge. Les jivaros de la tribu Achuale viennent les observer et se risquent parfois jusqu'au camp où le chef de mission commence ses travaux d'anthropologie. Jean de Guébriant, quand il n'est pas sur les rivières, soigne les indigènes qui acceptent de se confier à lui. Fred Mater explique le mystère de la caméra aux Indiens qui s'inquiètent de voir emprisonner leur esprit dans une boîte. Le phonographe confère aux explorateurs un pouvoir magique. À la tombée du jour, il groupe autour de lui ces êtres simples et extasiés. Un chasseur apporte de beaux toucans colorés qui sont parmi les premiers de la collection zoologique. Les tableaux de chasse sont imposants, jusqu'à de grandes tortues dont certaines se soulagent d'une centaine d'œufs avant d'être dépecées vivantes à coups de machete. Habitués à la présence de leurs nouveaux voisins, les jivaros leur permettent de partager leur vie, d'étudier toutes leurs activités. La poterie est une industrie réservée aux femmes. La méthode employée ici est celle des boudins superposés qui permet d'obtenir en un jour de nombreuses jarres ou des coupes pour boire la chicha.
On file le coton en famille. Ailleurs, on le tresse avec virtuosité et une agilité de doigt qui laisse rêveur notre ethnographe. De minuscules métiers le transforment en bracelet que l'homme conservera au poignet toute sa vie, sauf pendant la durée de la réduction de tête, pour éviter que l'esprit du mort ne s'y réfugie. Du métier à tisser, d'une très simple technique, on tire de belles étoffes et des pagnes noirs et blancs d'un dessin très sobre. L'eau est puisée à l'endroit même où flottent les saletés ménagères, même s'il s'agit de soins d'hygiène. Regardez la façon originale de donner un shampoing à son enfant. Le procédé est vraiment tout personnel. Enfin, pour oublier les heures pénibles, on se livre au plaisir de l'épouillement familial. On croque l'époux et la séance dure autant que l'appétit. Tout au contraire, les hommes ont un grand sens de leur dignité. La coiffure est l'objet de tous leurs soins et la fabrication du peigne est leur apanage. Le chef, par exemple, s'exerce près d'une heure d'abord à éliminer de sa chevelure ces petits insectes dégoûtants qui font la joie de ses épouses. Puis à régler l'ordonnance d'une coiffure singulièrement compliquée. Sur son visage, il étend un fond de teint végétal. Puis il trace de simples dessins avec de la suie et du rouge que lui fournit un fruit. Une beauté n'est pas terminée sans les ornements d'oreilles dont on parle la mutilation des lobes. Simple ornement des femmes, des bouts de flèche dont elles se transpercent les lèvres à l'occasion des grandes beuveries. Le givaro s'adonne à des travaux tels que la fabrication d'une pirogue. Une hache moderne qui remplace son habituel outil de pierre l'accélère à son grand plaisir. Une liane fixée par des clous de bois sur le tronc d'arbre déjà grossièrement évidé indique la forme définitive de l'embarcation. Dès que celle-ci peut flotter, on la ramène de la forêt jusqu'à la case. Sur les bords et sur les parties fragiles, on étend de la terre argileuse. Des palmes séchées sont amassées à l'intérieur et on y met le feu. Il faut renverser la pirogue avec précaution. Saisissant des brassées de palme, les Indiens activent le feu. On répète l'opération pour l'extérieur. Et malgré les flammes et la fumée suffocante, les hommes et les enfants multiplient les efforts pour activer le tirage. En une demi-heure, le brûlage est terminé, la pirogue est prête à prendre l'eau. Harpon en main, le givaro se prépare à la pêche.
Sur la lagune, il commence une prospection patiente qui doit l'amener près des poissons qu'il recherche. L'emploi de la dynamite qui aide l'approvisionnement en poissons de l'expédition présente pour les Indiens un attrait nouveau. Il en est un peu effrayé. Il se bouche les oreilles et son sourire cache quelques craintes. Même le chef, pourtant très attentif, a conservé sa dignité. Dès l'éclatement de la cartouche, les pirogues débordent et les enfants se jettent à l'eau. C'est un véritable jeu pour eux, habitués à recueillir les poissons au fil des rivières empoisonnées par les feuilles vénéneuses. Voici les trois fils du chef qui aperçoivent un poisson à la surface de l'eau. Ils nagent vers lui et luttent sans méchanceté pour avoir la fierté de le ramener à leur père. Sur la lagune, des cris espacés signalent la présence d'un loup marin. L'Indien n'est pas long à le repérer. Il s'approche silencieusement, jette plusieurs fois son harpon, et l'animal atteint n'a pas assez de force pour s'enfuir. Il plonge, un enfant le rattrape et le tend au pêcheur. Comme le harpon pour la pêche, la sarbacane est l'instrument indispensable pour la chasse. Koui, un des meilleurs artisans de la tribu, commence la fabrication de cette arme. Après avoir trouvé dans la forêt deux branches de finesse et de longueur semblables, il les égalise par frottement. L'ignorance de la scie l'oblige à utiliser ce moyen primitif. Un machete, acquis par échange, devient, grâce à un dispositif ingénieux, un vrai rabot. Quand les deux parties sont suffisamment lisses, on monte sur trois pieux fendus à leur extrémité un appareil destiné à faciliter le percement de lame. Maintenus dans les encoches par des cales de bois légers et serrés l'un contre l'autre avec des lianes, les deux morceaux vont subir l'action d'une lance en bois de Chonta, le plus résistant de la forêt. Pendant des heures, pendant des jours, les gestes précis et réguliers du va-et-vient transforment les deux branches en une arme redoutable. Le canon, parfaitement poli, est enduit de résine sur ses bords. On chauffe au-dessus du foyer sous les yeux du chien de la mission. On renforce le collage par de minces lianes très résistantes. Une couche extérieure de vernis est étendue à chaud, égalisée et fixée à l'aide d'une tranche de manioc semblable à un morceau de pomme de terre crue. La sarbacane est prête. Les flèches en sont les munitions facilement renouvelables car on les tire du cœur de hautes palmes qui poussent partout dans la forêt. Spectacle traditionnel. On enduit l'extrémité d'un poison à base de courard, obtenu des peuplades lointaines ou du Bas-Maragnon, à plus de 400 km au sud. Les flèches ainsi traitées sont disposées en éventail pour le séchage. La calebasse à poison suspendue hors de la portée des enfants. Il suffit maintenant d'enrouler le coton en guise de tampon et d'entailler le bois empoisonné avec la mâchoire d'un de ces redoutables poissons carnivores, les piranhas.
Même si la flèche se casse, il en restera suffisamment dans la blessure pour que la mort soit immédiate. Départ de bon matin, la famille embarque dans des pirogues qui vont conduire les femmes à la plantation et les hommes sur les territoires de chasse. Au débarcadère boueux, caché à la vue de la lagune, on entre de suite dans une forêt très dense. L'un derrière l'autre, les chasseurs avancent avec précaution et s'arrêtent pour préparer des flèches. Le serpent est un adversaire toujours présent, d'autant plus redoutable que ces Indiens ignorent l'usage des plantes médicinales. Toute blessure est mortelle, la marche est silencieuse comme un affût. Les marécages pestilentiels ne sont pas un obstacle pour ces hommes dont les pieds nus et à la plante cornée ne redoutent ni les épines ni les ronces. Toutes les précautions sont oubliées dès que le gibier est aperçu. Voilà un coati, fin comme un blaireau qui file devant les chasseurs. Aussitôt, la poursuite. L'obscurité est si grande que l'animal offre une cible très incertaine. Les premières flèches le manquent. Fuyant de branche en branche, il se rapproche d'une clairière, ainsi le veulent les chasseurs, très excités par le jeu et la course. Sur un arbre en plein soleil, le coati n'est qu'une proie facile pour le bon tireur qui est le chef. Il est touché. Il lutte quelque temps et tombe. Première pièce au tableau. À la fin du jour, on retourne à la case. Un chasseur favorisé rapporte un gros pécari qu'il vient de tuer à la lance. Au camp, c'est un caïman qu'on nous amène, posé négligemment sur les épaules d'un jeune Indien. La lance qu'il a tuée aussi sûrement qu'une balle est de bois de chanta, le fer de la forêt. On apprivoise également les animaux sauvages quand ils sont jeunes, tel ce pécari d'1 mois. Fred Mater, lui, s'est voué au dressage d'un petit téjon capricieux. Le fauve n'est pas terrible, mais le dompteur emploie des méthodes si convaincantes. Par contre, on ne trouve pas de volontaire pour redresser l'instinct sanguinaire de cette migale large comme une assiette. Ce jeune garçon a trouvé pour rehausser son menu un cafard bien vivant auquel il arrache les pattes avant de le croquer par un raffinement de gourmet. Le givaro ne songe pas qu'à son ventre. Une jeune femme prépare la boisson magique du mekwa, destiné à établir le contact entre l'homme médecine et les esprits. Le sorcier, Wichin, sert de trait d'union entre les esprits et les hommes de sa tribu. Il prédit le résultat de la guerre. Il jette des sorts aux ennemis, il soigne les malades. Le voici buvant le jus de tabac qui le protégera du maléfice adverse. Il le crache et le ravale jusqu'à obtenir un mince filet magique. Alors, il chante la première de ses invocations, appelant à lui les esprits favorables. Il s'imprègne de leur pouvoir avant de donner ses soins aux malades.
La mort elle-même ne s'explique pas autrement que par le sort malfaisant lancé par un sorcier. La vengeance est donc un devoir religieux. Cette danse du Nez-Martin prélude à une expédition guerrière. Les Atchoualais du Nord, armés de lances, viennent demander alliance aux Indiens, armés orgueilleusement de nos fusils et de nos carabines. Face à face, ils psalmodient derrière leurs mains. Je veux tuer, j'ai déjà tué, je te donne mes armes, je te donne ma lance. Le tambour de guerre dont on voit ici la fabrication lance à travers la forêt l'annonce du danger. Bientôt, des Indiens armés rapporteront à travers la forêt la tête trophée de l'homme qu'il est nécessaire de tuer, le sorcier. Filmer la technique de la réduction de la tête présente des dangers que le cinéaste a dominés. Il nous donne le premier témoignage de cette pratique unique dans le monde. Le scalp, dépouillé des os du crâne, trempe dans une jarre pleine d'eau. Les deux meurtriers sont assistés dans tous leurs gestes par le chef, qui leur transmet la tradition. Le rituel est observé. On crache le jus de tabac dans le nez des participants pour les protéger contre l'influence maléfique du mort. L'eau qui bout sur le feu est appelée l'eau du boa, animal d'une puissance souveraine. Pendant quelques minutes, les guerriers regardent le scalp se dépouiller de sa graisse. Ils le sortent du récipient. Au fur et à mesure de la réduction, on comprend mieux la raison de cette coutume. Interrompre les métamorphoses d'un être néfaste, l'empêcher définitivement de revivre et de nuire sous l'aspect d'un animal quelconque. Le scalp déjà réduit est cousu aux paupières et aux lèvres. Des aiguilles de bois de Shanta percent les chairs et suppriment à jamais la vue et la parole qui auraient pu survivre aux morts. On fixe un cercle d'osier qui maintient l'ouverture et transforme la dépouille en une vraie poche. Le sable chauffé sur le feu est introduit à l'intérieur à l'aide d'une demi-calebasse allongée. Mais le geste primordial, on le retrouve dans le massage de la face, continué pendant 4 ou 5 jours sans discontinuer. On oublie devant la perfection de ce travail l'horreur du dépouillement. Les doigts modèlent la tête et lui rendent une forme humaine. Entre la tsantsa, non-givaro de ces trophées, et la tête des vivants, la différence est une affaire de proportion. De 2 tiers plus petite, plus rétrécie dans le sens transversal, le nez et les lèvres proéminentes, la chevelure généralement longue, les oreilles finement tourlées, tels nous apparaissent ces visages, parmi lesquels une tête de blanc. Ils sont le témoignage d'une civilisation primitive et cruelle, basée sur la peur des esprits. Réception du trophée. À l'aube, les pirogues montées par les guerriers abordent auprès de la case. La tête réduite, dont la chevelure est enveloppée dans les lianes, est attachée au cou du plus jeune des meurtriers. Le chef s'appuie sur les épaules des 2 Indiens qui ont tué. Leur épuisement n'est pas fin, car pendant les 8 jours de la réduction, ils ont supporté le jeûne rituel. La procession s'organise qui amène le trophée jusqu'à la demeure de ses vainqueurs. Le tabac est distribué pour la dernière fois. Les femmes l'aspirent dans la main et aussitôt, les danses commencent. D'abord frénétiques, accompagnées par des battements de mains sur les boucliers dans l'obscurité de la case. Le tchitcha est offert solennellement à ceux qui ont eu l'honneur de tuer au moins une fois dans leur vie. Le tambour résonne, donne le rythme aux danseurs. Devant ce spectacle, comment oublier le sort tragique d'une expédition étrangère qui, à 80 km du camp des Français, a vu 6 de ses membres sur 9 assassinés par les givarons. La file des hommes et des femmes se tient par la main, poursuit un va-et-vient au milieu des cris. Plus tard, la tête fixée à une lance est amenée au dehors. Le chef dirige les gestes des jeunes meurtriers, présentant la tête au soleil levant, puis au couchant, il s'écrie « Vois le soleil !» Et par dérision, tendant la lance vers le milieu du meurtre, « Vois ta femme !»
La lance fichée en terre sert de prélude aux danses du Congopi. Nulle crainte n'assombrit plus la gaieté des givaros. Sur un rythme rapide ou ralenti, ils imitent les cris des animaux de la forêt. Les givaros émigrent à travers la forêt à la recherche de nouveaux territoires de chasse ou de pêche. Les femmes précèdent les voyageurs, risquant volontairement la morsure des serpents pour en protéger les hommes et les enfants. Bientôt, les givaros vont disparaître. Cinq pirogues attendent Jean de Guébriant et Fred Mater pour les ramener par la voie fluviale du Nord. Bertrand Flornoy demeure seul. Un long voyage commence pour chacun d'eux. Guébriant et Mater atteignent la cordillère des Andes. Bertrand Flornoy visite les deux peuplades Aguarugna et Wambitza de la même tribu Jivaro et descend l'Amazone jusqu'à son embouchure. La ligne se rapproche maintenant. Les trois explorateurs vont se retrouver dans la ville qui les a vus partir, plus unis que jamais et prêts à de nouveaux départs.